Donc là, du coup, on va se concentrer un peu plus sur le processeur. Le processeur, première diapo importante. Bah, je ne sais pas. Donc ça, c'est une diapo qui est vraiment, qu'on va revoir en fait plein de fois, que ce soit dans cet enseignement-là ou dans les prochains, puisque en fait, n'importe quel processeur peut être décrit avec cette structure-là. Voilà, plus ou moins. On va dire que c'est la structure de base. Ce qu'il y a, c'est forcément un CPU. Donc CPU, c'est le Central Processing Unit, c'est l'unité centrale de traitement. C'est elle qui va vraiment faire les instructions, les exécuter. Okay. Donc c'est elle qui va faire ce qu'on appelle les calculs, hein, vulgairement. Voilà. Il y a memory, et j'aurais peut-être même dû dire memorise. En fait, ça dépend des processeurs. Mais il y a au moins... Enfin, il y a quand même une mémoire programme, celle qui va stocker vos informations de manière rémanente. C'est-à-dire quand vous éteignez la souris, vous n'avez pas besoin de la programmer. Quand vous éteignez l'enceinte Bluetooth, vous n'avez pas besoin de la programmer. Le programme il est toujours là, il va toujours fonctionner comme une enceinte Bluetooth. Et vous avez la partie mémoire de travail, mémoire RAM, celle sur laquelle les données vont être traitées. Okay. L'avantage de la mémoire de programme, la mémoire à instruction, c'est qu'elle est rémanente, donc elle conserve l'information une fois éteinte. L'avantage de la RAM, c'est que la RAM, elle va beaucoup plus vite. Voilà. Je me suis permis de recommencer, comme ça donne un petit peu le rythme. 5 minutes, c'est 5 minutes. Et c'est parti. Et puis, dernière partie qu'on a aussi, c'est la partie périphérique. Donc les périphériques, éventuellement intégrés, éventuellement externes. Ça, on en reparlera, mais voilà, typiquement, les microcontrôleurs, il y a beaucoup de périphériques internes. Les processeurs de PC, il y en a beaucoup moins. Voilà. Et ces périphériques-là, voilà, vont pouvoir communiquer directement avec les mémoires ou avec le CPU, éventuellement. Et le tout, en fait, surtout les communications en général, se font grâce aux différents bus de communication. Voilà, les différents bus, on en reparlera. Bonjour. Les différents bus, on en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, il y a des bus entre la mémoire programme, par exemple, et le CPU, entre la mémoire de données, enfin la mémoire de travail, pardon, et le CPU, entre les périphériques et les CPU, enfin bref, il y a tout plein de bus différents. Ok. Alors, les processeurs modernes utilisent tous un CPU, voilà, sauf FPGA selon la définition de processeur que vous avez. La mémoire, je vous en ai parlé, elle peut être interne ou externe, ou les deux. Voilà. Typiquement, vous connaissez un processeur pour lequel les mémoires sont externes. Enfin, ma question m'a posé, mais c'est une question. Vous connaissez un processeur dont les mémoires sont externes, ne sont pas intégrées à l'intérieur. Alors cache, c'est là le problème. On parle de mémoire cache en français, parce qu'en fait ça vient du mot anglais memory cache, mais du coup en vrai en français ce serait plutôt cache mémoire. C'est pas une mémoire, c'est un cache surtout. T'as dit ? Processeur d'automate de TSX possiblement, ouais. Moi je pensais plus à l'ordinateur. Ouais. L'ordinateur, vous avez la barrette de RAM qui est à l'extérieur. Vous avez le disque dur qui est à l'extérieur du processeur, voire même carrément à l'extérieur de la carte mère. Okay. Et là, si j'oppose ça au microcontrôleur, tout est intégré à l'intérieur. Okay, les mémoires sont intégrées à l'intérieur. Et si je prends votre téléphone portable, là, c'est hybride. Vous avez une RAM et une ROM interne, et vous avez une RAM et une ROM externe. Mais quand il y a un chipset dans un processeur, il n'y a pas de RAM dedans ? Pas au sens utilisable par le processeur. Ok. Pareil, le chipset, on en reparlera. Alors, c'est pas encore clair qui fera le cours, mais vous avez un cours là-dessus sur l'architecture des ordinateurs qui arrive en tout début de dedans. Donc, on pourra en reparler à ce moment-là. Yes. Donc voilà, CPU pour exécuter les instructions, mémoire et puis périphérique. Et en fonction des combinaisons que vous avez, c'est ça qui va faire la différente architecture de processeur. Donc ça, vous reverrez ça au fur et à mesure. Je me mets sur le CPU, du coup, précisément le CPU, donc l'unité centrale de traitement. Cette unité centrale de traitement, et ben, globalement, c'est la même qu'on parle d'un microcontrôleur ou qu'on parle d'un processeur de PC. Je dis globalement, hein, bien sûr, celui d'un PC est beaucoup plus complexe, mais les fonctions primaires, ce sont les mêmes. L'idée, c'est de contrôler le flux d'informations dans le processeur. Okay. Quand je parle d'informations, je parle à la fois d'instructions et de données. Donc pour ça, il va contrôler les bus, il va contrôler des fils, des signaux qui vont être un petit peu dispatchés sur le processeur.
le plus facile, ça va être de voir des petits schémas pour se rendre compte un petit peu tout ça. Et donc, grâce aux instructions qui sont stockées sous format binaire hein, dans la mémoire programme, eh ben, le CPU va être capable de savoir quelle instruction réaliser sur quelle donnée. Est-ce que c'est une donnée en mémoire? Est-ce que c'est une donnée dans un registre? Des choses comme ça. Alors, CPU, si je prends ça. Le CPU, il contient déjà vraiment à l'intérieur l'unité de traitement donc, qui vont vraiment exécuter les instructions. Donc pour ça, vous avez sûrement entendu parler de ALU, unité arithmétique et logique. Voilà. On va voir pour le PIC 18, il y en a une deuxième, qui est le multiplier. Pour certains processeurs, il y en a d'autres. Par exemple, sur vos PC, il y a ce qu'on appelle une FPU, Floating Point Unit, ce qui vous permet de faire des calculs avec des flottes, ce qui n'est pas capable de faire un PIC, par exemple. Okay. Enfin, pas un PIC 18. Il y a une unité de contrôle. L'unité de contrôle, elle, c'est elle qui va décider quelle partie matérielle du processeur activer ou désactiver, en fonction des opérations. Typiquement, je vous ai dit, dans le PIC 18, il y a une unité arithmétique et logique, et il y a un multiplier. Ben voilà. Si je fais une multiplication, je désactive la LU, j'active le multiplier. Si je fais un OU logique, je vais activer la LU et désactiver le multiplier. Et puis, il y a la file de registre. Vous allez voir comment, dans le PIC 18, ça se limite à un registre. Mais bref, il y a la file de registre qui permet d'accéder aux données. Parce qu'en réalité, la plupart de vos processeurs ne vont pas effectuer des calculs sur ce qui se trouve en RAM, mais va ramener ce qui se trouve en RAM dans des registres locaux et effectuer les opérations sur ces registres-là, avant de les remettre en RAM éventuellement juste après. Okay. Et tout ça, forcément, il y a un bus de données. Notamment, regardez le bus de données, ce qu'il relie. Il relie l'unité de traitement avec la file de registre. Ce qui va permettre effectivement d'envoyer une donnée stockée là vers l'unité de traitement, et puis une fois que le traitement est réalisé, la restocker dans la file de registre. Par contre, l'unité de contrôle, vous voyez, elle ne fait pas transiter de données à proprement parler. C'est juste des fils qui vont aller activer ou désactiver certaines fonctionnalités matérielles. Voilà. Donc faites attention aussi à l'épaisseur des traits. Hein. L'épaisseur des traits ici, si c'est gras, c'est un bus. Si c'est fin, c'est un fil, c'est un signal. Alors l'unité de contrôle, vraiment qu'on se rende compte de à quoi elle sert. Elle permet de faire 4 étapes. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Fetch, la première étape, va chercher. Elle va chercher l'instruction en mémoire programme et la ramène au niveau du CPU. Ok. Je dis ça parce que ça m'arrive de poser cette question-là. En gros, c'est quoi les 4 étapes du cycle? Ça m'arrive de poser la question en examen. Si vous me répondez va chercher, c'est pas complet comme réponse. Ouais. Elle va chercher quoi? Elle va chercher l'instruction en mémoire programme pour la ramener au niveau du CPU. Ok. Deuxième étape, décode. Qu'est-ce que vous avez ramené dans le CPU? Vous avez ramené une ligne qui contient des 0 et des 1. Et bien avec ça, il faut comprendre quelle partie du matériel vous allez devoir activer. Je vous ai parlé, par exemple, si je fais une multiplication, il faut que j'active le multiplier. Donc ça va être de lire dans cet octet-là, dans ces 2 octets pour le PIC 18, plus précisément, et ben en fait, de lire les bits qui disent, tiens, ça c'est une opération de multiplication, ça c'est une opération d'addition, ça c'est un OU logique, pour savoir quelle fonctionnalité activer. Donc le décode, il fait ça. Et il décode aussi quelles sont les instructions, quelles sont les données, que je vais aller chercher en source pour mon addition, par exemple. A plus B, c'est quoi A, c'est quoi B. Troisième étape, exécute. Donc ça, c'est bon, je sais quoi faire, avec quelles données faire, et ben je fais. J'exécute, donc ça, c'est vraiment la partie activation de l'unité de traitement. Donc multiplier ou ALU pour le cas du PIC 18. Et dernière étape, c'est le store, qu'on appelle des fois write back, donc qui permet de stocker le résultat dans un registre du CPU ou directement en mémoire donnée. C'est possible également. Ok. Et ça, en fait, ça tourne en boucle. Ok. Ça tourne en boucle. On parlera éventuellement un petit peu de pipeline plus tard. Mais là, l'idée, c'est de vous dire, pour chaque instruction, il faut que je passe par ces 4 étapes-là. Je vais chercher la donnée en mémoire, je comprends ce qu'elle fait, je l'exécute, et je stocke le résultat. Et je recommence avec l'instruction d'après. Je vais la chercher en mémoire programme, j'essaie de comprendre ce qu'elle fait, j'exécute, et je stocke le résultat. Et ainsi de suite. Ok. Alors, comment elle peut faire ça? Avant de comprendre pourquoi faire ça, je vais me mettre surtout sur les tâches d'exécution pour l'instant. Donc l'unité de traitement, du coup, va faire la plupart des opérations. Donc je vous ai parlé d'opérations arithmétiques et logiques.
de FPU, je vous ai parlé de multiplier, il peut y avoir des registres à décalage, il peut y avoir plein de choses différentes en fait. Ok. Pour les microcontrôleurs, ça va se limiter à une ALU et peut-être une ou deux choses supplémentaires. Enfin, en fait, non, ça dépend du microcontrôleur. Hein. Si on parle de ceux qu'on utilisera plutôt en deuxième année, des STM32, effectivement, il y a un petit peu plus de choses. Mais voilà. Si on se limite, on va surtout regarder pour l'instant l'ALU, unité arithmétique et logique. Alors, ce schéma-là, du coup, vous le connaissez. Ok. Bah, qu'est-ce que vous comprenez de ce schéma-là, de ce symbole-là déjà? J'en ai marre de faire course à vous. Qu'est-ce que vous comprenez très rapidement? Juste réflexe de ce que vous connaissez déjà. Il y a deux entrées. Alors, je vais modifier, il peut y avoir jusqu'à deux entrées. C'est-à-dire que des fois, je peux très bien, si je fais l'opération moins A, juste avoir une seule entrée. Ok. Quoi d'autre? Il y a une sortie. Ok, bien vu. Il y a un état. Qu'est-ce que ça s'appelle un état? Ah, flags. Ok. On va parler de statut. Ouais. Les statuts, est-ce que vous voyez ce que ça peut être? Il y a des indications. Non, ça vous dit rien? Par exemple, chez A plus B. Ok. Il peut se passer différentes choses. Si B est négatif, par exemple, bah, peut-être que B vaut moins A. Bref, mon résultat, ça vaut 0. Et bah, si mon résultat vaut 0, bah, out, ça vaudra 0, puisque c'est le résultat vraiment de l'opération. Par contre, je viendrai mettre ce bit-là, qui s'appelle Z, je mettrai à 1, pour indiquer, tiens, c'est un résultat particulier, peut-être que ça peut t'intéresser, il vaut 0. Maintenant, si je fais A plus moins 7, mon résultat est négatif. Ok. Donc j'aurai moins 2 sur out, et puis j'aurai le bit S, signed, qui sera 1 pour dire, tiens, le résultat est négatif, peut-être que ça peut t'intéresser. Si je fais 200 plus 200, ça fait combien? Tout le temps? Non, pas sur des données 8 bits. Sur des données 8 bits, il y a ce qu'on appelle un débordement. Non, pardon, une retenue. Là, on est dans le cas de la retenue. Donc, la retenue, là, le bit carré, il sera à 1. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Sur le schéma toujours. C'est in. Carré in. Vous pouvez réinjecter la retenue de l'opération précédente. Donc, vous pouvez faire 200 plus 200 plus 200. Alors en réalité, comment ça se fait? Vous l'avez vu, hein, il y a jusqu'à 2 entrées. Donc je ne peux pas faire 200 plus 200 plus 200 en une seule fois. Je suis obligé de faire 200 plus 200. Je calcule le résultat et je refais plus 200 après. Mais quand je refais cette opération-là, il faut bien que j'injecte la retenue. Quoi d'autre? Overflow, c'est un cas particulier retenu. C'est quand on travaille souvent justement une addition d'un nombre positif et d'un nombre négatif, et que ça développe une retenue, sauf que la retenue ne peut pas se propager à cause du premier bit qui sert de bit de signe. Et du coup, ça fait des chocs à pic. Donc, c'est un cas particulier. Enfin, c'est pas un cas particulier, voilà. C'est un autre cas qu'on peut détecter. Okay. Et ça, ces flags-là, il faut bien comprendre que voilà, ils sont là juste pour symboliser, indiquer qu'il y a un résultat particulier. La suite, on verra ça plus tard. Okay. Et il y a un élément qu'on n'a pas encore vu sur ce schéma, que vous n'avez pas évoqué. FALU, c'est quoi? Non, pas float. C'est pas un flag. C'est les opérations. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il peut faire mon ALU? Il peut faire plein d'opérations. Ok? Il faut que je précise laquelle. Donc là, ça va être un certain nombre de bits, un petit peu comme un multiplexeur, qui va venir choisir ça. Typiquement, une manière simple de faire une ALU, vous savez faire un additionneur, vous savez faire un et logique sur 8 bits, vous savez faire un ou logique sur 8 bits, vous savez faire une soustraction par exemple. Admettons. Et bien ce que vous faites, vos entrées A et B, elles vont aller alimenter et l'additionneur, et le soustracteur, et le et le ou. Donc les 4 résultats sont disponibles. Et à la fin, vous avez un multiplexeur qui va juste rediriger la sortie de l'une de ces opérations sur la vraie sortie out de l'ALU. Okay. Ça vous permet de sélectionner au final l'opération. Je dis que c'est une manière naïve de faire parce que
Ça veut dire que vous faites tourner tous les transistors, alors qu'au final, il n'y en a qu'une partie qui vous intéresse. Voilà. Mais ça peut se faire comme ça. Ok. Et si vous remarquez l'épaisseur des traits, A et B et out, ça vient d'un bus, parce que c'est 8 bits. F, ce sont des fils de contrôle qui vont permettre de choisir quelle opération. Pareil pour les flags, pareil pour le CIN. Et si je me remets là, toc, alors, ouais, il y a un petit truc bizarre quand je reviens en arrière. Regardez, les fils FALU, c'est ceux qui se trouvent entre l'unité de contrôle et le processing unit. Ok. Les données A, B et out, elles transitent par le memory databus, donc le bus de données. Ok. Ça vous permet de commencer à avoir un petit peu le lien entre tous ces éléments. Donc ça, pour dire, voilà, ce sont des données A, B et out, ce sont des données qui vont transiter par le bus de données. Et ça, FALU, c'est in, ce sont des données qui vont être gérées par le contrôleur, par l'unité de contrôle, pardon, pour aller activer ou pas telle ou telle opération. Ok. Registre. Donc ça, c'est le troisième élément. Vous savez ce que c'est qu'une bascule D? Très rapidement, ça sert à quoi? Comment ça fonctionne? Je fais bien de poser la question. On a une entrée et une sortie, et puis après c'est géré avec la clock. Ok, une entrée et une sortie, c'est géré avec la clock. Ouais. Et du coup, c'est quoi le lien entre l'entrée et la sortie? Bah, à chaque coup d'horloge, l'entrée va se propager sur la sortie. Ouais, à chaque coup d'horloge. Alors, plus précisément, même quand vous voyez... Ah non, on ne voit pas le symbole. Mais souvent, vous voyez un symbole avec une entrée à moitié en genre de triangle, c'est un front. Effectivement. Donc souvent, au front d'horloge, ça peut être un front montant ou un front descendant, mais souvent un front montant quand même. Au front d'horloge, on va aller mettre à jour la sortie par rapport à l'entrée. Ou alors, comme tu l'as dit, propager la sortie, l'entrée vers la sortie. Ok. Ça permet quoi, ça? C'est avec l'état présent et l'état suivant. Ouais. On a vu ça. La mémoire. Ouais, mais du coup, Ouais, je peux dire autrement. Tant que je mets pas de signal d'horloge, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de stocker la donnée, de maintenir la sortie à son état indéfiniment. Okay. Alors c'est pas indéfiniment, c'est jusqu'au prochain coup d'horloge. Okay. Mais ça permet de temporiser effectivement une donnée. Et en fait, bah, du coup, une petite mémoire. Donc les registres, voilà, ce sont des petites zones mémoire. J'ai pas envie de dire que vous, j'ai pas envie que vous appeliez ça mémoire. D'accord? C'est pas mémoire au sens une mémoire adressable. D'accord? Vous pouvez pas choisir la donnée numéro 15 dans la mémoire. D'accord? Par contre, à cet endroit-là précis, des fois on appelle ça un buffer aussi. Ça permet de, ou une mémoire tampon, ça permet de sauvegarder temporairement une donnée. Ça fonctionne pareil que la bascule D, parce que ce que j'avais posé comme question au niveau le buffer, ça fonctionne pareil que la bascule? Bah en fait, le registre, c'est un ensemble de bascules D. Tu veux stocker 8 bits, qu'est-ce que tu as? 8 bascules D. Donc là, il n'y en a que 4 pour le schéma. Mais voilà, c'est des bascules D qui vont stocker les bits, ouais, effectivement. Et comment tu fais pour aller écrire dans un registre? Bah, tu as le bus de données qui alimente tout ça. Et tu dis paf, écriture. Donc tu as le coup d'horloge qui vient propager ton entrée sur ta sortie. Enfin, tes 8 entrées sur tes 8 sorties. Parce que des fois, on met, par exemple, on peut mettre des buffers sur un bus externe au microcontrôleur. Ouais. Et en fait, comme ça permet de servir de tampon, ouais, et de pouvoir récupérer l'information après. Ouais. Parce que du coup, en fait, après, on vient juste l'activer et toi, c'est ça. C'est ça. Et on verra parce que là, ça sert pour les registres, c'est-à-dire stocker momentanément des données. Mais en fait, des buffers comme ça, tu peux en avoir à plein d'occasions différentes. J'en parlerai par exemple quand on reviendra sur le pipeline. Donc en fait, on a vu que tu as 4 étapes faites par ton unité de contrôle. En réalité, on peut très bien les isoler, ces étapes, pour pouvoir effectuer jusqu'à 4 instructions en parallèle. Mais j'en parlerai plus tard. Mais du coup, des buffers, des tampons, tu peux en avoir un petit peu partout. Et là, c'est juste le fait que, dans ce cas-là, on s'en sert pour vraiment stocker, et pas pour isoler 2 étages. Comme là, on s'en sert vraiment pour stocker, on appelle ça registre. Donc registre, c'est un peu plus la fonction que la technologie vraiment utilisée pour faire. Tu vois. Ça te parle? Ok. Alors en termes de registre, justement, il y a ce qu'on va appeler les registres à usage général, ou générique. Les General Purpose Register. Ce sont des registres qui vont permettre de stocker la donnée. Très souvent la donnée en tout cas. Okay. On peut s'en servir pour faire tout et n'importe quoi, stocker tout et n'importe quoi. Et puis certains registres sont spécifiques. Donc ils sont utilisés pour un but précis. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure,
l'unité de contrôle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher l'instruction, elle la décode, elle exécute, elle stocke, et puis elle va chercher la suivante. Elle décode, elle exécute, elle stocke, elle va chercher la suivante, et ainsi de suite. Mais la suivante, comment il sait c'est laquelle? Comment est-ce que je sais quelle est l'instruction que je devrais aller chercher? Et bien en fait, je vais avoir un compteur qui va incrémenter. Au départ, je vais prendre l'instruction d'adresse 0, puis celle d'adresse 1, puis celle d'adresse 2, puis celle d'adresse 3. Donc je vais avoir un compteur, ce qu'on appelle le programme counter. Okay. Et ce compteur programme, eh ben, il va s'incrémenter, et c'est un registre en fait. Okay. Et on pourra aller le modifier d'ailleurs, ce registre, ce compteur programme. Pourquoi le modifier? Ben, vous faites un if-else. Est-ce que vous rentrez dans le if et vous sautez par-dessus le else? Ou est-ce que vous sautez par-dessus le if et vous rentrez dans le else? Ou alors, est-ce que vous appelez une fonction? Vous appelez une fonction, ben vous sautez par-dessus toutes les instructions, vous allez dans la fonction. À la fin, vous faites un return, vous revenez à l'endroit où vous étiez. Okay. Donc tout ça, voilà, c'est géré par un registre qui s'appelle le compteur programme. Il y a un autre registre dont on n'a pas parlé, mais qui va rapidement vous parler, c'est le registre de statut. À votre avis, il y a quoi dans le registre de statut? On l'a vu juste avant, un peu avant. Pardon? Alors, pas de l'état précédent? Il va stocker tout ça. Tous les bits de statut. Okay, il va stocker pas le résultat de l'opération précédente, mais est-ce qu'il y a eu des particularités sur le résultat de l'opération précédente. Okay. Là, par exemple, je prends un exemple, c'est pas du tout le processeur qu'on va voir en cours, c'est un MSP 430, donc c'est du Texas Instruments, low power, donc on va dire à peu près la même gamme que le PIC 18. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On peut voir que déjà c'est des registres 16 bits. Pourquoi on peut le voir? Parce que vous voyez la largeur du bus là, il est marqué à 16. Okay. J'ai combien de registres dans le cœur, dans le CPU là? J'ai combien de registres? 16. Ok. Regardez les R4 jusqu'à R15. General purpose, je peux stocker ce que je veux dedans. Okay. Par contre, les 4 premiers, je ne peux pas stocker ce que je veux dedans. Il y en a un. Programme counter. Tiens. Donc c'est lui qui va contenir l'adresse de l'instruction à aller chercher. Okay. Donc les tâches de fetch, par exemple, ce que va faire l'unité de contrôle, elle va regarder quelle est la valeur de ce registre-là, et va aller chercher dans la mémoire programme à cette adresse-là. Okay. Le deuxième, le stack pointer. Je ne vais pas vous en parler. Vous avez peut-être fait des Stack Overflow en C, en premier semestre. Non, ça ne vous parle pas. Okay. Ouais, je suis sûr que ça vous est arrivé au moins une fois. Vous avez fait des fonctions récursives? Oui. Ouais. Sûrement factoriel, j'imagine, un truc comme ça. Non. Bref. Stack Overflow, en fait, vous le verrez ça l'an prochain. La pile, la stack, ça permet de stocker momentanément des données. Okay, mais ça fonctionne littéralement comme une pile. J'ai imposé des choses, puis des choses par-dessus, puis des choses par-dessus, puis des choses par-dessus. Sauf qu'au bout d'un moment, ça rentre plus dans la mémoire. Ce qu'on appelle un stack overflow. On a débordé de la pile. Okay. Bref, pour savoir où est-ce qu'on en est sur la pile, on a besoin du stack pointer, qui est le registre numéro 1 dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le status. Le status, c'est lui qui contient les bits Z, S, carry, overflow, tout ça. Et puis un autre registre, constant generator. Nous, on ne va pas en parler parce qu'il n'y en a pas spécialement dans le PIC 18. Enfin, il n'y en a pas dans le PIC 18. Mais c'est pour vous donner une petite idée. Ok. Et par exemple, si je zoome sur le bit de statut, sur le registre de statut, qu'est-ce qu'on a? Et bien, on a ça. Avec notamment le bit carré qui est ici, le bit 0 qui est ici, négatif qui est ici. Vous voyez, il n'a pas le même nom. Il s'appelle SAND sur le PIC 18. Il s'appelle négative sur le MSP 430. Mais on retrouve la même idée quand même. Le V, c'est quoi? C'est overflow. Voilà. Il s'appelle O dans le PIC 18. Et puis il y a d'autres choses qui ne nous intéressent pas. Là, c'est réservé, donc c'est-à-dire qu'on peut s'en servir. Éventuellement, ça peut peut-être parler à ceux qui ont déjà fait du PIC 18. GIE, non? Non? Eh ben tant pis, on en parlera plus tard. Global Interrupt Enable. Ça va permettre d'activer ou désactiver les interruptions. Ouais, on en reparlera, c'est partie marrante. C'est ok? Donc si je résume, le CPU, dedans vous avez l'unité de contrôle qui va faire fetch, decode, execute et store. Vous avez l'unité de traitement qui peut être globalement une ALU. Et vous avez les registres
qui peuvent stocker soit des données, soit servir à des usages spécifiques. Ok? Maintenant, si je vais voir un autre élément du microcontrôleur, ça va être la mémoire. Alors, dites-moi, balancez-moi plein de mots-clés, qu'est-ce que vous connaissez sur la mémoire? Je vais essayer de noter ça quelque part. RAM, ROM, flash, La taille aussi des registres selon les microcontrôleurs. ouais, taille de registre, mais bah, ça reste mon registre. Change de couleur, mais c'est juste que il a l'air de s'essouffler celui-là. Quoi d'autre? Les tailles. Ouais, mais c'est pareil que. Ouais. Rapidité. Ok. Je vais mettre vitesse, ça va? En mémoire, on a les EEPROM aussi. C'est un type de... Ah. On a les flashs. Flash. Ouais. Ok. Mais vraiment au sens large, hein. Pensez pas que microcontrôleur. Je parle de mémoire, à quoi vous pensez? En raison électronique. Alzheimer, ça passe pas par exemple. Ouais, données, ok. Stockage. Ouais, bah on va dire que c'est le principe de la RAM. Enfin, de la mémoire. Je vais pas le marquer parce que tout ça c'est fait pour faire le stockage. C'est la mission. Après, du coup, si, on peut le mettre en rouge. Allez. Stocker. Ouais, ok. T'as dit? Bande magnétique. Voilà, je l'attendais du coup. Bande magnétique. C'est déjà bien? Ouais. Ouais, CD. Bande magnétique. Et les crayons blancs en bas. Ouais, le disque dur. Bah, HDD, c'est un disque dur, ouais. Je vais le marquer. On sait jamais. C'est un disque dur. Rien d'autre? Si je vous parle de PC, quand vous parlez de mémoire, vous parlez pas d'un truc en particulier? Ça mange. DDR2. Juste DDR, ça te va? Ouais. Mémoire vidéo. Mémoire vidéo? Il y a un mot que j'ai entendu tout à l'heure. Ok. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de cache. Ouais, pour moi, c'est PC, c'est la vérité. Ouais, peut-être. On s'arrête là? Vous avez d'autres idées? C'est déjà bien. Ok. Alors, on va essayer de faire un truc. Je vais essayer de calculer. Enfin, de. Je sais pas trop comment je m'adapte. On va prendre les deux premiers termes, RAM et ROM. Ouais. Ok, c'est quoi? Read-only memory. Read-only memory, Mémoire. random access memory. Ok. En français, on a traduit ça par. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était en techno. Donc, ouais. Alors. Je suis pas sûr de la source. Hein. Ouais. Mais de ce que j'ai appris, c'est. On disait mémoire morte parce que c'est mort à l'envers. ROM. Voilà. Et qu'on disait mémoire vive par opposition. Oui, parce que de mémoire vive à random access memory. Voilà. Soit ils ont vraiment pas le TOEIC, soit le marketing est pourri.
Allez, pas de choses. Ok, mais qu'est-ce que vous comprenez par ROM et RAM? Alors, je suis d'accord qu'en anglais, les termes ne sont pas opposables. L'un n'est pas l'opposé de l'autre, enfin, ça n'a rien à voir en fait. Mais read only memory, c'est dire quoi? Donc, On peut que la lire. Ok, donc je la programme, je peux que la lire. Est-ce que c'est chiant? Un peu, mais en vrai, est-ce que ça passe? Ouais. Est-ce que je suis censé aller modifier le programme de mon pointeur laser? Non. Non. Donc une ROM, ça suffit. Ok. Je programme une fois, c'est bon, terminé. Bon, maintenant, si je viens à vouloir faire des mises à jour, là, ça devient chiant. On est d'accord? Donc ce qui a été inventé depuis, qui n'apparaît pas là, c'est là PROM, qui veut dire Programmable ROM. Ok. Et dans les PROM, il y en a deux qui ont été créés. UVPROM et EEPROM. UVPROM, ça vous parle? Ah, c'est Ouais, pas c'est aux UV, avec non les plus UV qu'on vient les flasher. tout ça. Ouais. Je vous apporterai ça, j'essaierai d'y penser pour la Et puis, prochaine il y a fois. sur les traversants, on a carrément un... Il y a une étiquette dessus. On voit Ouais. à travers. Oui, tu vois. Alors en fait, vous avez une petite fenêtre qu'on vient mettre avec une étiquette par-dessus pour la protéger justement pendant l'utilisation. Mais si vous voulez l'effacer, vous les effacez avec de l'UV. Et après, vous pouvez les reprogrammer. Ok. Ok, ouais, c'est ce que je Stylé, mais ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut enlever l'UV prom de la board, la mettre dans le petit four, voilà, le petit bac à UV quoi, pour bronzer un petit peu. Voilà. Et c'est le même principe en miniature, c'est tout. Et voilà, c'est chiant pour ces raisons-là. Donc, comment, enfin, dernière évolution, c'est le prom qui veut dire. Ouais, c'est ça. Ouais, je le dis en français parce que ça passe. Effaçable électriquement. Ok. Et ouais, mon accent il est dur hein, là-dessus. Donc voilà, le EEPROM. Et qui descend le EEPROM, ou plutôt qu'il y a une technologie spécifique de EEPROM, La TDR. la flash. La flash, c'est le EEPROM. Ok. Et une autre type de mémoire qu'utilise de la flash, le SSD. Ok. C'est quoi la particularité de la mémoire flash? On l'a dit, si on remonte aux origines, read only memory, c'est-à-dire je ne suis pas censé pouvoir la modifier, d'accord? Mais du coup, qu'est-ce qui était intéressant de stocker dans une mémoire que je ne pouvais pas modifier à l'origine? Pardon? programme. Le programme. Voilà. Ok. Sauf que maintenant, il n'y a pas que des programmes dans votre SSD. Il y a aussi des données, des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Ok, il n'y a pas que des programmes. C'est quoi l'intérêt d'un SSD, d'une flash, d'une prom, d'une ROM? Accès rapide. Non. C'est pas vraiment ça. Non. Non. Des données. Ouais, et pour ça, je vais mettre un mot-clé qui s'appelle la rémanence. C'est des mémoires rémanentes. Ok? Ou persistantes, si vous préférez. Donc la donnée va persister même s'il n'y a plus d'alimentation. Ok? Il y a quoi comme autre support qui permet de faire ça? Je vais les entourer. Disque dur, Bande magnétique. SSD, HDD. CD. Je vais mettre la flash d'ailleurs. Vous avez dit quoi, pardon? CD, bande magnétique, carte perforée. CD, Ouais, tout ça. bande magnétique, carte perforée. Ok. NVMe, oui ou non? Ouais, c'est un format, hein. C'est pas vraiment de la mémoire. Ok. C'est comme, je vous ai tendu le piège exprès, DDR. DDR, c'est pas une mémoire, c'est la communication qui se passe. Ouais, Ah, c'est parce que il y a cette chip. oui, c'est ça. Mais du coup, c'est surtout lié au final au mode de communication avec le processeur. Donc, moi, je suis OK pour se marquer, juste c'est pas une mémoire. Ouais. DDR, ça serait comme dire G2C, par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dual data rate. Donc, en gros, c'est lié à ton débit, ton débit d'échange. GDDR, c'est graphique. Ouais, c'est ça. Ok, là, tout ce que j'ai entouré, c'est les supports rémanents. Donc, il y a les supports magnétiques,
Il y a les supports physiques, hein, la carte perforée. CD, vous aurez pu me dire aussi DVD Blu-ray, c'est exactement le même système. Ok. Carte perforée, bon, on en a là-haut, je pourrais vous montrer. Bande magnétique, il y a les disquettes aussi, les cassettes, les VHS, tout ça. Ouais. Enfin, c'est pas une bande, mais c'est magnétique. Autre disque qui fonctionne en magnétique. Le HDD, Hard Drive Disk. Alors, quand j'ai écrit disque dur, il y en a qui m'ont dit ouais, HDD, SSD, c'est pareil. Enfin, je sais pas en fait. Ça dépend là, encore la définition. Pour moi, disque dur, c'est la fonction. Ok. Donc dans disque dur, moi je mets HDD et SSD. Pour d'autres, disque dur, c'est, on va dire, ce qu'on utilisait dans les années, enfin ce qu'on utilisait comme premier terme, et puis après sont arrivés les SSD. Et donc, par élimination, ça n'inclut pas le SSD. Voilà, là c'est comme vous voulez. Franchement, pour moi, disque dur, c'est plutôt la fonction. Donc je vais avoir un disque dur HDD ou un disque dur SSD. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? RAM, du coup, c'est quoi son intérêt? Parce que je reviens aux origines, RAM et ROM. Ça permet, par exemple, quand on fait des calculs, on peut stocker des valeurs et puis essayer de supprimer après. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de. Quand on fait plusieurs calculs, on n'a pas besoin de tout garder. En fait. On a juste besoin ouais. d'avoir que le résultat. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec des fichiers? Tu as un répertoire, par exemple, dans Linux ou dans Windows qui s'appelle temp, dans lequel tu mets des fichiers temporaires. C'est une question de rapidité aussi. Exactement. Ok, l'idée c'est que la RAM est bien plus rapide que le disque dur. Si vous me parlez de DDR par exemple pour la RAM, il faudrait me parler de SATA aussi, par exemple pour le disque dur. Ok. Et du coup, la RAM est bien plus rapide. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand vous lancez un exécutable, donc vous double-cliquez sur LOL, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que vous chargez une partie du jeu dans la RAM. Ok, dans la mémoire RAM, pas le mode de jeu à RAM. Ensuite, vous cliquez justement sur feuille de l'invocateur 5v5 ou à RAM, ou à l'époque Fort et Torturé, tout ça. Et ben en fait, vous allez venir charger d'autres éléments de l'exécutable qui est sur le disque dur dans votre mémoire. Okay. Ou si je prends un jeu en open world, en fait, vous allez peut-être voir au fur et à mesure, plus vous avancez, les paysages qui apparaissent, les montagnes ou les maisons, voilà. Et bien ça en fait, c'était sur le disque dur, et d'un coup, paf, on vient le charger dans la RAM, et après on peut faire les traitements sur la RAM. Les temps de chargement que vous voyez sur les jeux, alors surtout sur les PlayStation à l'ancienne, quoi, je suis à l'ancienne, et ben en fait, les temps de chargement, ça servait à quoi? Ça servait à charger du disque, qui était votre support de masse, support rémanent, vers la RAM de la PlayStation. Okay. C'est ça le temps de chargement. D'accord? C'est pas il fait des calculs. En fait, c'est juste du temps de transfert de l'information. Ok. Donc c'est pour ça que je voulais te dire non sur le SSD. Oui, le SSD est bien plus rapide que le HDD, je suis d'accord. Et voilà plus rapide. Par contre, si on compare à de la RAM, c'est bien plus lent. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas évoqué? Mémoire vidéo, mais c'est pareil sur la carte graphique au final. Et cache, encore une fois, c'est pas une mémoire cache, c'est plutôt un cache mémoire. C'est une petite zone tampon que l'utilisateur ne peut pas utiliser, mais qui est utilisée par le processeur comme une technique d'accélération d'accès à la mémoire. Ok. On en reparlera plus tard en 2 ans. Je vais pas plus loin que ça. Mais c'est un petit peu comme votre navigateur, vous avez des caches aussi dans le navigateur. Vous allez sur une page web, vous ouvrez un nouvel onglet, enfin vous allez sur une nouvelle page web, vous voulez revenir sur la page web précédente, vous faites précédent, en fait on va charger ce qui était dans la cache. D'accord? On ne refait pas la requête au niveau du site. Pas forcément en tout cas. Ok? Ça vous va? Donc voilà, je sais que mémoire il y a plein de choses, et c'est pour ça que je voulais vous laisser parler, pour essayer de structurer un petit peu tout ça. C'est ok? Et registre, oui, il a été évoqué je crois. Je ne veux juste pas en parler dans le sens mémoire du terme, parce que ce n'est pas une mémoire qu'on appelle adressable. Okay. Par contre, ce sont des petites zones mémoire. Si vous l'expliquez comme ça, ça passe. Okay. Ce sont des petites zones mémoire, des petites zones tampons qui permettent de conserver momentanément la donnée. Donc, par exemple, mémoire adressable, donc il y a notamment la mémoire de stockage de masse, donc disque dur, HDD, SSD. D'ailleurs, flash aussi. Je ne sais pas si ça vous parle, mais une clé USB en anglais, ça se dit flash drive. Okay. Voilà. Et donc, voilà, une mémoire. Vous allez avoir un certain nombre d'adresses
possible, donc 2 puissance 32 par exemple pour une mémoire adressable 32 bits, avec un certain nombre de cases. Ok. Donc ce qu'on va appeler une case en général, par exemple ici j'ai mis un octet, on va appeler ça un mot. Voilà. Sur un STM32 par exemple, un mot ça fait 4 octets, on stocke des données sur 32 bits. Voilà. Donc le mot c'est quelque chose qui reviendra peut-être de temps en temps. Mais pour l'instant je vous avoue que c'est vrai que sur le PIC 18, c'est un processeur 8 bits, les données sont stockées sur 8 bits, donc c'est difficile de faire le distinguo pour l'instant entre un octet, une cellule, un mot, une donnée, tout ça. Toc. Donc voilà, juste pour vous dire, il y a différentes manières d'avoir des mémoires, par exemple ici de 4 gigaoctets. Je pourrais très bien avoir 2 puissance 32 cases de 1 octet, tout comme je pourrais avoir 2 puissance 30 cases de 4 octets. Et dans les deux cas, ça me ferait une mémoire de 4 gigas. Ok. Toc, une mémoire volatile par opposition à une mémoire rémanente. Donc là, c'est là où je vous oppose la flash et la RAM, par exemple. On a ROM qui est vraiment plus trop utilisé. Comme je vous l'ai dit, moi, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'est vraiment en techno. Enfin, surtout mémoire morte et mémoire vive, quoi. ROM, encore, on utilise, même si on parle plutôt de flash. Et pour la RAM, en général, on parle de RAM quand c'est le composant. Sinon, quand on parle de la fonction, on va parler de mémoire de travail ou mémoire principale. Voilà. En anglais, on parle très souvent de main memory. Ok. Toc. Ça vous va? Pour la RAM, il y a deux types de techno. Des fois, on m'en parle. SDRAM, enfin SRAM, DRAM, ou des fois même SDRAM. Si je prends la DRAM, qui est la dynamic RAM, et que je pose à la SRAM, qu'est-ce que vous observez? Beaucoup plus de trucs, je suis d'accord. Donc qu'est-ce que ça implique? Complexité plus dense. Complexité plus grande? Plus long. Non. Encombrement. Encombrement. Là, ça veut dire que si je posais un certain nombre, enfin j'ai une surface, je posais un certain nombre de cellules, je peux en poser beaucoup plus de cellules de DRAM que de SRAM. Donc d'un point de vue densité, ma SRAM est de moins grande densité que la DRAM. Ok? Par contre, en réalité, la SRAM va être plus rapide. Elle va être plus rapide. C'est pas parce que la structure est plus complexe que forcément le message met plus de temps à arriver, tout ça. Regardez, là, c'est juste en gros un verrouillage de transistors en bloqué saturé. Là, regardez, j'ai un élément ici. Condensateur qu'il faut que je charge ou que je décharge. D'accord? Et je vais même le dire autrement, ce condensateur, il n'est pas parfait. Une petite résistance interne. Une résistance en parallèle d'un condensateur, ça fait qu'il se décharge. Donc c'est-à-dire que même quand la donnée n'est pas utilisée, il va falloir que je recharge la donnée, que je la rafraîchisse une fois de temps en temps. Okay. Donc déjà, elle est plus lente parce que charge et décharge du condensateur. En plus, il faut que je la rafraîchisse. Alors que là, vous avez purement un verrouillage logique. Donc c'est bien plus rapide. Par contre, c'est moins dense. Donc dans quel cas on va utiliser laquelle ou laquelle? Des RAM pour votre mémoire de PC, la RAM, tout simplement. Okay. Parce que j'ai besoin de 16 Go, 32 Go de mémoire. Okay. Là, la SRAM, on va plutôt utiliser pour les mémoires cache, justement, pour les caches mémoire. Donc, j'ai pas besoin de stocker beaucoup. Les caches mémoire, c'est à peu près quelques kilooctets jusqu'à quelques mégaoctets. Voilà. On ne dépasse pas ça sur les processeurs modernes. Donc, vous voyez, c'est ridicule par rapport aux 32 Go de RAM que vous avez dans votre PC, sur votre carte mère. Par contre, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus vite. Les caches mémoire sont des mécanismes d'accélération d'accès à la donnée. Donc, si elle est plus lente, ça sert à rien. Okay. Pour vous donner juste une analogie très rapide sur le cache, parce que c'est pas l'objectif de voir ça aujourd'hui, mais si je vous donne une comparaison rapide, c'est vous avez la bibliothèque et puis vous avez votre bureau. Et vous devez consulter des ouvrages. Okay. Là, soit vous faites les retours tous les jours à la bibliothèque pour aller prendre le livre et le reposer, soit vous empruntez le livre et vous le posez sur votre bureau. Et quand vous en avez besoin, vous allez sur votre bureau. Okay. Votre bureau, c'est pas une bibliothèque. Par contre, il y a un petit mécanisme d'accès rapide, vous avez posé le bouquin dessus et vous y accédez quand vous voulez. Ok, aussi rapidement que vous voulez. Voilà, la différence, ça se fait à peu près là. L'idée, c'est que l'exemplaire, il existe en bibliothèque, je le ramène et je le consulte sur place, sur mon bureau, okay, plutôt que d'aller faire les retours tous les jours en bibliothèque. Et ben, les caches mémoire, c'est ça. Au lieu d'aller chercher la donnée en RAM, vous la rapatriez au niveau du processeur, et les quelques données que vous faites, vous les travaillez au niveau du processeur. Et après, quand vous avez fini, vous les ramenez en RAM. Ok. Ok. Stockage de masse, du coup, on a parlé du disque dur HDD, on a parlé de la flash drive, on a parlé
Non, on n'a pas parlé de ça, par exemple. Des NAND flash ou NOR flash, voilà, qui sont différentes technos de mémoire flash. Encore une fois, hein, ce qui joue, c'est plus le prix, là, cette fois-ci, qui va jouer, et puis le nombre aussi de cycles d'écriture-lecture. Je rentre pas dans le détail, ça sert à rien. Et du coup, petite timeline hein, au niveau des mémoires. Donc, de la RAM de base, voilà, qui évolue petit à petit avec les différentes évolutions. Hein, qui a évolué, il y a la RAM, mais il y a aussi les ROM là-dedans. Maintenant, on va avoir des empilements verticaux de mémoire pour essayer de densifier un petit peu l'information. Donc, vous n'avez pas une fabrication planaire, une fabrication en 3D des composants. J'essaie de vous montrer une petite vidéo quand même là-dessus. Je ne sais pas si c'est pertinent, on en reparlera éventuellement. Dans un prochain chapitre. Et puis voilà. Ça vous va ? Petite chose, il me reste encore un tout petit peu de temps avant de parler de l'exécution d'un programme. Les programmes, vous les écrivez dans quel langage ? Par exemple, en C. Ok. Mais vous pouvez les écrire dans d'autres langages, on est bien d'accord. Est-ce qu'un programme C est exécutable ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire avant ? Il faut le compiler. Okay. Et le compiler, est-ce que vous avez essayé d'ouvrir avec votre éditeur de texte le fichier exécutable ? Ça ressemble à rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas capable d'interpréter ce qu'il y a dedans. Qui n'est pas capable ? Ton éditeur de texte. L'éditeur, Pourquoi ? C'est qui peut l'interpréter ça ? C'est un contrôleur. Le CPU, processeur. Okay. Donc en fait, le fichier généré, c'est du langage machine. Okay. Ce qu'on appelle plus traditionnellement du langage binaire. Okay. Alors comment ça se passe en fait ? Vous avez votre chaîne de compilation, vous avez utilisé GCC, j'imagine. Et bien comment ça part ? Ça part en fait de votre fichier C ou même des points H. Hein. Chaque fichier C, imaginez un projet logiciel complexe, hein, pas forcément ce que vous avez fait en TP où c'était juste des exercices, mais un projet logiciel complexe. Vous avez plusieurs fichiers C. Vous doutez bien que, lol, c'est pas un seul gros fichier C. Voilà. Et donc, chaque fichier C va être traduit en langage d'assemblage. Est-ce que le langage d'assemblage, c'est un langage qui est accessible pour l'humain, par l'humain ? Oui. Il faut être initié, je suis d'accord. Mais c'est des caractères. Okay ? Vous voyez move, vous voyez add, vous voyez sub. Vous dites c'est un déplacement, c'est une addition, c'est une soustraction. Okay ? Donc c'est accessible pour l'humain. C'est encore du langage humain, ce qu'on appelle des fichiers texte. D'accord ? La différence par rapport au C, c'est que le C il est portable. J'écris un programme en C, n'importe quel processeur peut l'exécuter derrière. J'écris un programme en assembleur, ce que je peux faire directement. C'est l'assembleur qui est spécifique à une machine, à un processeur en particulier. Ok, on y reviendra un petit peu plus tard hein, là-dessus. Ce langage d'assemblage, ce fichier en assembleur, je le traduis en un fichier binaire. À partir de là, je ne peux plus le lire moi en tant qu'humain. Il me faut des outils dédiés pour arriver à comprendre ça. Okay. Et après, tous les fichiers O, qui viennent tous d'un fichier assembleur, qui viennent tous d'un fichier C, okay, ben, tous les fichiers O, je vais les rassembler, les concaténer en gros, en un seul fichier exécutable, qui est un fichier binaire, et qui n'est compris que par la machine également. Ok ? Cette partie-là, vous verrez ça en 2A. Ok ? Donc je ne rentre pas dans le détail, mais juste, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de vous dire ça. C'est de vous dire qu'on utilise une toolchain parce que le langage C, c'est un langage portable, texte, facilement utilisable par l'humain, mais pas utilisable par les machines. Okay ? Au sens Intel, au sens AMD, au sens Nvidia, ou au sens Microchip ou Texas Instruments. Okay ? Donc, pour ça, on va devoir créer un exécutable spécifique à la cible en question. Et pour ça, on va passer par la chaîne de compilation. Ok ? Je vous le fais très vite fait. On a du C. Ça se passe en assembleur. Donc là, le C, c'est portable et lisible par l'humain. L'assembleur, c'est lisible par l'humain, mais spécifique à la cible. Et après, on a du binaire, qui lui est que pour la cible. C'est pas compréhensible pour l'humain. Ok ? Question ? Le VHDL et le VRL, du coup, déjà en Pro S, en fait, on n'a pas le préprocesseur. Alors, c'est différent parce que le VHDL, Verilog, ce n'est pas des langages de programmation, ce sont des langages de description. Ils viennent te décrire comment ton matériel va être fondu plus tard. Et donc, ça ne fonctionne pas tout à fait avec un... Plus pour, par exemple, pour la FPGA ou... Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tu viens décrire ton matériel et comment tu relis ton matériel. Tu viens pas donner des suites d'instructions. Et là, du coup, je te laisse retourner vers Alexandre, qui te parlera mieux que moi, parce que le FPGA, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait.
Et je peux plus te dire comment ça fonctionne, la synthèse, tout ça. D'autres questions? Non? Eh ben on s'arrête là.